Bonjour tout le monde. Hello, everyone. Bonjour. Hello, hello. It's a pleasure to see you all this morning. I'll have a few moments of your attention, please. And I'm taking a moment to thank you again for your presence at this second International Black Mental Health Conference. Such a joy to see you all here today. And I would like to let you know that we have the pleasure of having esteemed international guests this morning that will be doing interventions in English and in French. So if you require translation, we have simultaneous translation available today. So please go collect your headphones so that you can take full advantage of the sessions. Bonjour à tous et merci de votre présence ici pour notre deuxième colloque international sur la santé mentale des personnes noires. Merci de votre présence aujourd'hui. Nous avons tellement hâte de continuer les discussions avec vous par rapport à la santé mentale des personnes noires. Et puis, nous arrivons ce matin avec une perspective internationale, avec nos invités de la France et puis de Southampton. Alors, comme nous voulons une participation active, merci de prendre les écouteurs pour vous permettre la traduction et l'interprétation simultanée. Alors, sans plus tarder, ça me fait plaisir de vous présenter ce matin à Dr. Daniel Derivoire, qui se présente aujourd'hui de l'Université de Bourgogne en France. Il va faire une présentation intitulée Internalized Racism, The Weight of Silence in France. It's so important to know and recognize that some of our experiences with regards to racism can translate not only locally, nationally, but internationally as well. Alors, merci beaucoup de votre présence ce matin, Dr. Derivoire. Dr. Derivoire est un psychologue clinicien, docteur en psychologie et en psychopathologie clinique et licencié en sciences de l'éducation. Professeur de psychologie et pathophysiologie clinique à l'Université de Bourgogne. Il est le directeur adjoint du laboratoire de psychologie PsyDéri, dynamique relationnelle et processus identitaire, là où il mène des recherches sur les traumatismes, résilience et puis les problèmes identitaires. So Dr. Derivoire is an esteemed psychologist, clinical psychologist practicing in France, where he operates the research in the lab titled Traumatisms, Resilience and Identity Challenges. Alors, la présentation de ce matin sera en français, suivie d'une discussion interactive avec une période de questions. Docteur Derivoire, parole à vous. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Et merci aussi à Jude-Marie Sénat et à toute son équipe pour cette nouvelle invitation à venir discuter avec vous sur la question du racisme, la question de la santé mentale, vous dites des communautés noires. Et moi, j'ai envie de dire la santé mentale de tout le monde, hein, parce que la question de l'idéologie raciale nous traverse tous. Il y a 2 ans, j'avais été invité justement à parler ici, où je disais qu'on ne peut pas uniquement s'occuper de la santé mentale des Noirs, il fallait aussi s'occuper de la santé mentale des non-Noirs. La santé mentale de ceux qui subissent le racisme, mais aussi la santé mentale de ceux qui sont à l'origine de cela. Et j'aime beaucoup citer James Baldwin, hein, qui dit pour qu'un homme, un être humain, puisse mettre un aiguillon à bétail sous les seins d'une femme, c'est qu'une chose abominable lui est arrivée. Donc il va falloir aussi s'occuper de la santé mentale de ceux qui sont à l'origine du racisme aussi. C'est vrai que le défi, il est énorme. Il est énorme parce que quand on subit le racisme, il y a un réflexe qui nous porte justement à d'abord prendre soin de ceux qui subissent ce racisme. Mais si on veut avoir une perspective un peu plus large, une perspective un peu plus longue, il va falloir prendre le problème à bras-le-corps. Alors, Jude-Marie m'a demandé de présenter des résultats de recherche. Hein. Malheureusement, pas. Pourquoi ?
L'une des raisons, c'est qu'en France, il est difficile de mener des recherches sur le racisme à cause justement du tabou des statistiques ethniques. Mais depuis environ un an, il y a eu un plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, donc où, dans ce document, l'État français demande de documenter le racisme, de nommer le racisme. Donc là, c'est ce qui fait que nous sommes en train de de planifier une recherche qui va nous permettre d'étudier le racisme dans plusieurs domaines: le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, le domaine du sport, le domaine du travail et aussi dans l'espace public. Et je me ferai un grand plaisir de venir vous présenter ces recherches, ces résultats dans un autre temps. Mais à défaut, aujourd'hui, je vais quand même vous proposer de... Ah, ça ne marche pas. Je vais quand même essayer de vous présenter un certain nombre d'éléments pour réfléchir sur ce que on entend là par racisme intériorisé. Alors, j'ai appris que j'avais prévu de parler 1 heure, mais j'ai appris que je n'ai que 30 minutes. On va essayer de faire rentrer tout ça dans 30 minutes. À travers ce plan-là, je vais juste essayer de vous dire ce que j'entends moi-même par racisme intériorisé, tout ce que cela couvre pour moi. Et puis, je vais vous raconter une expérience personnelle. Une expérience personnelle, et je peux vous dire que c'est la première fois que je vais en parler en public, concernant le racisme. Et ça va vraiment synthétiser mon propos. Et puis, je donnerai aussi quelques chiffres. Et puis, j'attire votre attention sur quelques hypothèses de travail qui pourraient expliquer le silence, le poids du silence concernant le racisme en France. Habituellement, quand on parle de racisme intériorisé, on met l'accent sur les personnes qui subissent le racisme. Okay? C'est-à-dire qui arrivent à intérioriser quelque chose qui les amène à s'auto-saboter, à s'auto-punir, à s'auto-flageller. Nous sommes habitués à cela. Mais j'aimerais aussi mettre l'accent sur 3 autres aspects du racisme intériorisé, c'est-à-dire chez ceux qui sont à l'origine du racisme. Vous savez que parfois, Jude-Marie le disait hier, parfois on peut avoir des propos racistes, des actes racistes, des comportements racistes sans être raciste. Donc, je disais tout à l'heure que nous sommes tous traversés par l'idéologie raciale, donc qui fait qu'un certain nombre de personnes peuvent avoir des comportements racistes sans le savoir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le traiter. J'aimerais aussi attirer l'attention sur le racisme intériorisé à l'intérieur même des institutions. Vous savez, on peut travailler à l'école, dans les lieux de soins, dans la police, etc. Parfois, il y a des personnes qui subissent le racisme et puis qui sont confrontées au silence institutionnel concernant le racisme. Vous voyez, il y a certaines institutions qui peuvent fonctionner comme ça. Tout le monde voit ce qui se passe, mais personne n'en parle. Ça, c'est très important et justement l'expérience dont je vais vous parler est en lien avec tout cela. Mais j'aimerais attirer l'attention sur un 3e point. Le 3e point, c'est le racisme intériorisé à l'intérieur même d'un certain nombre de notions, de concepts et de postures professionnelles. Quelque chose? Ah, justement. Oh là là. Essai, erreur. Bon, voilà. Et bon, j'espère que tout cela sera décompté de mon temps de parole. Bon, parce que, voilà. Donc, ce 3e point, vous savez, je travaille beaucoup avec des mineurs non accompagnés, des enfants qui viennent de partout pour des situations traumatiques. Et quand ils arrivent dans la société d'accueil, pour qui on utilise les notions d'adolescence, les notions d'intelligence pour les évaluer. Et nous savons que l'adolescence est une notion occidentale, occidentalo-centrée, avec un certain nombre de repères, de référentiels qu'on arrive parfois à plaquer sur les personnes et qui amènent à ce qu'on appelle de la maltraitance théorique. En termes de posture professionnelle aussi, j'aimerais ici attirer l'attention sur ce que Frantz Fanon a appelé le syndrome nord-africain, ce qui est devenu le syndrome méditerranéen.
savez que l'année dernière en France, alors c'est quoi le syndrome nord-africain? Parfois, les professionnels de santé ont tendance à minimiser la douleur, l'expression de la douleur chez des personnes qui viennent de l'Afrique subsaharienne ou chez des personnes qui viennent du Maghreb. Eh bien, il s'est passé un drame en France l'année dernière. Il y a une jeune fille qui s'appelle, une jeune adolescente qui s'appelle Aïcha, 13 ans, qui, le jour de son anniversaire, a eu des maux de ventre, des maux de tête, etc. Et sa mère a appelé les pompiers. Mais quand les pompiers sont arrivés, eh bien, ils ont minimisé la douleur de cette jeune fille et ça a été enregistré. On entendait même certains pompiers qui disaient, ben là, elle est en train de simuler la douleur. Et les pompiers sont repartis 30 minutes après, laissant la petite fille de 13 ans dans ses douleurs. Eh bien, elle va décéder quelques jours après. Alors, la preuve qu'il y a eu, c'est que ça a été enregistré. Mais il faut savoir que ce type de cas arrive tout le temps en France. C'est-à-dire cette maltraitance théorique-là, cette tendance à minimiser la douleur de l'autre. Donc, ce que j'entends par racisme intériorisé couvre tout ce champ-là qui me semble important à prendre en compte. Je ne veux pas pouvoir développer un peu plus maintenant. Maintenant, je vais vous parler d'une expérience personnelle que j'ai vécue il y a 18 ans. Il y a 18 ans, je travaillais dans une université, hein, dans un contexte où il y avait une crise sociale et politique, et le président de l'université avait demandé à la police de venir assurer la sécurité des locaux. Mais on avait pour consigne, il y avait pour consigne de laisser passer, de contrôler tous les étudiants, mais de laisser passer les enseignants. D'accord? Moi, j'ai cours, j'arrive à 8 heures du matin, je vais faire mon cours, et devant moi, il y avait 2 collègues blancs qui ont dit qu'ils étaient enseignants, ils sont passés. Moi, j'arrive, je dis, ben, je suis enseignant. Il y a un policier qui me dit, vos papiers, monsieur. Et là, j'ai élevé la voix, j'ai dit, mais non, moi, 2 collègues viennent de passer devant moi, ils ont tout simplement dit qu'ils étaient enseignants. Et moi, pourquoi c'est différent pour moi? Et puis, il y a un autre policier qui est arrivé à ce moment-là, qui a vu le scandale et qui m'a laissé passer. Je suis rentré. Je fais dans mon bureau, je m'assois. On avait aussi pour consigne de faire remonter au directeur de l'Institut tout incident. J'ai appelé le directeur de l'Institut qui m'a tout de suite dit d'étouffer l'affaire. Alors, je ne vous raconte pas dans quelle situation j'étais. J'ai raccroché de suite. Il y a eu une réunion du conseil de l'Institut pour discuter de cette situation. Alors, j'ai appris, je n'étais pas là, j'ai un collègue ami qui participait à cela, m'a rapporté, parce que je n'étais pas là, hein, c'est quelque chose qui m'a été rapporté. Il y a eu une collègue qui a dit, mais c'est normal, ce qui arrive à Daniel Derivoire. Daniel Derivoire est un noir surhabillé. Surhabillé. Et personne n'a rien dit. Quelques jours après, je reçois un courrier de la part du conseil de l'Institut qui me présente, en fait, qui dit, par exemple, que je suis... Alors, je vais peut-être... il vaut mieux que je lise exactement, parce que j'ai gardé tout ça. Le conseil de l'Institut exprime à Daniel Derivoire son émotion par rapport à ce qu'il a vécu lors d'un contrôle de vigile. Je vais revenir là-dessus, puisque rien n'a été nommé. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Quelques jours plus tard, j'ai été convoqué par le président de l'université. Convoqué. J'arrive dans la salle d'attente, et lui, il arrive, il vient me voir. Il m'a dit, c'est vous qui vouliez me voir?
J'ai dit non, c'est vous qui m'avez convoqué. Et là, j'arrive dans son bureau. Il était assisté d'un vice-président de l'université. Il me dit, il n'y a pas de racisme dans mon université. Tout en me tendant un bonbon. Il n'y a pas de racisme dans mon université. Et si jamais vous entendez parler d'actes racistes dans cette université, vous venez m'en parler. Je suis sorti. Alors, cette situation, qu'est-ce qu'elle montre? C'est la première fois que j'en parle publiquement, il y a 18 ans, il y a une vingtaine d'années. Je le dis parce que, pour que les gens se rendent compte des traces de ce type d'agression raciste sur la psyché des gens et sur différentes manières de traiter cette question-là. Alors, qu'est-ce que ça nous montre? Puisqu'il faut que j'aille vite, ça nous montre le racisme ordinaire de la part d'un policier, le racisme ordinaire de la part d'une collègue, mais ça nous montre surtout le racisme intériorisé à plusieurs niveaux. Le directeur de l'Institut qui me demande d'étouffer l'affaire, le conseil de l'Institut qui n'arrive même pas à nommer l'acte raciste, et le président de l'université qui avait un cas de racisme devant lui, il n'était même pas capable de s'en rendre compte. Donc, quand je parle du silence, nous allons voir comment ce silence est quelque chose qui est savamment orchestré du plus haut niveau, et puis ça va se décliner dans les institutions, et ça va se décliner dans la psyché des individus concernés. Nous voyons ici le silence qui peut concerner ceux qui subissent le racisme pendant longtemps, le silence qui est entretenu autour de ceux qui commettent les actes racistes. Quand je disais qu'il faut penser cette intériorisation du racisme à plusieurs niveaux, et aussi le silence qui est entretenu par les institutions. Maintenant, quelques chiffres. Quelques chiffres qui nous permettent de nous rendre compte de la gravité de la situation en Europe et en France. Vous savez, près de la moitié des personnes noires vivant au sein de l'Union européenne sont confrontées à des actes racistes au quotidien. Près de la moitié. Ah, ce sont des données récentes. Il y a une étude, justement, qui s'appelle « Être noir en Europe », qui a été menée entre 2021 et 2022, dans 13 pays européens, dont la France, qui montre à quel point les actes de racisme n'arrêtent pas d'augmenter. Alors, ce qui fait qu'en France, depuis 2023, on parle de ce fameux chiffre noir, c'est-à-dire qui concerne l'invisibilité de ces actes. Donc, il y aurait une volonté pour essayer d'aller au-delà de tout cela. Et il y a la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui a publié un certain nombre de données qui montrent que les faits racistes ont plus que doublé en 10 ans en France et que près d'un Français sur 5 se dit raciste, près d'un Français sur 2 affirme qu'il ne se sent pas chez lui. Vous savez, tout ce fantasme qu'on appelle le fantasme du grand remplacement. Hein, c'est quelque chose qu'il y a en France. Il y a d'autres études qui ont montré la gravité du racisme, non seulement chez les étrangers, mais aussi chez les Français d'origine étrangère, mais aussi chez des Français noirs qui ont toujours été Français. Par exemple, je peux penser aux Antilles. Hein, donc, les Antilles font partie de la France, mais c'est des personnes à la peau noire. Mais ces personnes-là, il y a une étude récente qui montre à quel point les actes racistes continuent d'augmenter. Maintenant, rapidement, quelques symptômes du racisme intériorisé en France.
Ah oui, juste avant, parce que là j'ai mis tout ça en rouge, 46% justement des actes ne sont pas répertoriés, effectivement, qui alimentent cette question du racisme intériorisé. Quelques symptômes maintenant. Je disais que c'est quelque chose qui se fabrique du plus haut niveau et puis qui descend. Au niveau de l'État, on peut nommer justement la suppression du mot race dans la Constitution hein, en 2018. Vous savez qu'il y a plusieurs débats autour de ça. On dit que si on supprime le mot race, c'est une façon d'être antiraciste. Okay? Mais le problème, c'est que supprimer le mot race n'a rien à voir avec la suppression du racisme. Ça, c'est un premier point très important, puisque ça parle de ce niveau juridique. L'autre problème aussi, c'est la question de l'interdiction des statistiques ethniques. Interdiction des statistiques ethniques au nom de la République indivisible. Ça part d'un bon sentiment. Mais sauf que sur le terrain, ça pose un énorme problème. Effectivement, il y a tout un débat. Il y a ceux qui disent, mais si jamais on autorise des statistiques ethniques, ben, il peut y avoir des courants politiques qui utilisent ces données-là pour encore plus augmenter le racisme. C'est un vrai débat hein, qui se pose dans la société française qui demande justement le concours de plusieurs disciplines, de plusieurs points de vue pour essayer d'aller de régler le problème. Un autre niveau où s'organise le silence, je passe un peu trop vite. Non, voilà, un autre niveau s'organise le silence, c'est le niveau universitaire. J'ai envie de vous parler de deux auteurs. Le premier, c'est Anténor Firmin. Je ne sais pas si vous connaissez Anténor Firmin. Anténor Firmin, 19e siècle, qui a savamment démonté les thèses racistes de Gobineau, les thèses racistes que Gobineau, Arthur de Gobineau, a écrit en 4 tomes entre 1853 et 1855. Et Anténor Firmin, ce penseur, cet anthropologue homme politique haïtien, a démonté tout ça. Mais son ouvrage a été censuré, occulté. C'est un ouvrage qui a été réédité seulement en 2003. Vous savez que l'université, c'est un lieu où on est censé transmettre le savoir. Mais malheureusement, c'est aussi un lieu où on fabrique la non-transmission du savoir. Parce qu'un certain nombre de professionnels sont mal formés. C'est parce que, justement, un certain nombre de savoirs disponibles ne leur sont pas accessibles. Donc, là, on était au 19e siècle, dans la France. Un homme qui a participé à la société de géographie et d'histoire. Alors que la thèse de Gobineau, c'était une compilation de données qui étaient en phase avec les idées de l'époque, mais lui, il a savamment, avec une démarche rigoureuse, démonté ces thèses racistes. Il reste 10 minutes, ça me va très bien. Mais j'attire l'attention sur un autre auteur, Frantz Fanon. Hier, j'ai entendu parler de Frantz Fanon. Frantz Fanon, c'est celui qui, à l'origine, justement, qui a nommé ce concept de syndrome nord-africain. Eh ben, il y a une semaine, j'étais à un colloque sur Frantz Fanon où on montrait justement à quel point toute sa pensée psychiatrique a été occultée, censurée, parce qu'on a tout simplement mis en avant l'homme politique, on a fait de lui un homme qui ferait l'apologie de la violence. Il a été censuré. Toute la dimension psychiatrique de son œuvre a été occultée. C'est important parce que de le dire au sein même de l'université, parce que si on veut que les choses avancent, c'est aussi par ce biais-là qu'il faut penser ces questions. Donc là, je vais aller un peu plus vite. Et au niveau, c'est pour vous montrer l'organisation du silence à plusieurs niveaux. Au niveau de la vie de clinique, de la vie quotidienne, donc je vous parlais d'un document qui est sorti pour lutter concernant la lutte contre le racisme et l'antisémitisme.
On a fait un travail avec Jude Marissena et Amira Kara, justement, suite à l'affaire Naël, ce jeune qui a été, l'année dernière, tué, justement, par la police lors d'un contrôle, effectivement, qui a fait qui a fait couler beaucoup d'encre. On a regardé dans ce document, qui est censé être fait pour lutter contre le racisme. Or, noir, arabe, asiatique, ces mots-là sont absents. C'est-à-dire cette difficulté à nommer la chose. La question qu'on peut se poser, comment peut-on lutter contre quelque chose qui n'est pas nommé? En tant que chercheur, nous le savons, il faut d'abord identifier l'objet de recherche, pour ce sur quoi nous travaillons. Bon, donc je n'ai pas trop le temps de parler de cette affaire Naël. Tout ce que je peux dire, c'est que quand il y a eu cette affaire-là, l'ONU a exhorté la France à prendre les mesures pour s'attaquer au problème du racisme. Parce que suite à cet assassinat, à ce meurtre justement de cet adolescent, la famille du policier a récolté 1 600 000 €. Mais il faut savoir ce que ça veut dire. Non seulement on ne va pas tenir compte du racisme, mais quelque part, c'est une sorte de récompense, je ne sais pas, qu'on fait à l'autre. Je n'ai pas le temps de développer tout ce que je reçois aussi dans mon cabinet, parce que je reçois beaucoup de personnes qui souffrent de ce racisme dans la société française et qui n'arrivent même pas à en parler. Parfois, c'est eux qui me disent, parfois, ce que j'ai mis là, il y en a une qui m'a dit, mais est-ce que vous pensez que ce que je vis là, c'est du racisme? C'est-à-dire qu'on ne peut pas le nommer. Alors là, ce type de racisme-là, que j'avais prévu d'évoquer avec vous, ça parle du racisme dans l'institution. Ce n'est pas du racisme ordinaire. C'est-à-dire où il y a un silence au niveau de l'environnement institutionnel de ces personnes. Donc là, je vais passer rapidement puisque je ne vais pas pouvoir parler de ça. Maintenant, j'arrive à quelques hypothèses. Je vais vous parler de 2 hypothèses. Comment on peut essayer de comprendre, d'expliquer cette question du silence autour du racisme en France. 2 points. Le premier point qui concerne la France face à son passé colonial, face à son passé historique. Et le deuxième point, la France face à sa difficulté à penser sa propre identité, à penser la diversité de sa propre identité. Vous savez que on dit souvent, dès qu'on parle des questions postcoloniales en France, on met souvent l'accent sur les décolonisations des années 60. Mais il y a quelque chose qui fait défaut dans la psyché française. La première puissance, le premier État à avoir pris son indépendance, vous savez quel État c'est Haïti. Haïti reste pour moi une tâche aveugle, un angle mort dans la psyché collective française. Il ne faut pas oublier que c'est cette impulsion d'Haïti qui a ouvert les yeux à pas mal de peuples dans le monde. Et ça me fait toujours bizarre quand il y a ce type de discussion, on met en avant les décolonisations des années 60 sans parler de la décolonisation, sans parler justement de Haïti, un pays occulté. Je cite une analyse d'un historien, Marcel Dorigny. La fracture coloniale qui caractérise la mémoire française depuis la fin des processus d'indépendance des années 60 a pris naissance avec la réaction de Paris face à la rupture unilatérale de 1804 et elle demeure ouverte depuis maintenant 2 siècles. Mais cette rupture, justement, c'est cette difficulté pour la France d'intégrer que l'armée indigène, 5 minutes, a pu, bon, là je vais aller un peu plus vite. Bon, le deuxième point, c'est très frustrant. C'est très frustrant parce que ces questions-là sont trop complexes, il faut prendre le temps de les déplier. Le deuxième point, c'est que ça concerne l'identité de la France.
La France ne sait pas qui elle est. La France ne sait pas la composition de son... Déjà, Haïti, c'est quelque chose qui est comme un point aveugle. Mais là, je voulais citer quelques éléments. Vous savez que Haïti, c'est le deuxième pays francophone du monde, après la France elle-même, devant le Québec et la Belgique. Or, la France a du mal à intégrer cette part de son identité. On parle de quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs siècles. Je vous cite aussi un auteur que j'aime beaucoup, Edgar Morin. La France s'est constituée au cours d'une histoire multiséculaire à partir de peuples hétérogènes, ayant chacun une langue et une culture. On peut aussi parler de Fernand Braudel, ce fameux historien, qui dit « L'identité de la France se nourrit historiquement de son extravagante diversité ». Bon là, vous voyez qu'il me reste combien de temps? 4 minutes. Bon, je parle un peu trop vite. Bon, je vais arriver à la conclusion rapidement puisque j'ai pas beaucoup de temps. J'espère qu'on pourra développer ces questions-là à travers les questions. Ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on ne sait pas qui on est, on va projeter sur l'autre un certain nombre de choses, un certain nombre de parts d'ombre de soi. Et parfois, la haine de l'autre vient d'une haine de soi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette en place un certain nombre de dispositifs pour savoir de quoi, de qui est constitué le peuple français. Je le dis parce que quand on voit les nouvelles générations qui sont saisies par un certain nombre de sujets d'actualité, ces personnes-là, ces enfants, ces adolescents, ne savent même pas qui ils sont, ne savent pas grand-chose de leur héritage. Donc j'en arrive à la conclusion, rapidement, pour vous dire un peu, résumer ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un silence concernant le racisme en France. C'est un silence organisé. Alors peut-être que, est-ce que c'est organisé, est-ce que c'est dû au passé traumatique? Parce qu'on sait que le traumatisme, hier Jules-Marie a parlé de trauma racial, on sait que le trauma racial, ça peut aussi générer un certain nombre de choses, mais on peut se demander aussi si ce n'est pas quelque chose qui est savamment orchestré, organisé aussi. Ça, ce sont des questions qu'on peut se poser. Donc, le poids de ce silence se fait sentir dans toutes les sphères de la société. Je disais, c'est pour ça qu'on va essayer de faire une recherche pour s'attaquer à ce problème dans le milieu de la santé, le milieu du travail, le milieu du sport, le milieu, un certain nombre de milieux comme ça. Et nous savons que le silence qui est entretenu, on peut l'entendre de plusieurs manières, dans le sens de non-dit, dans le sens de refoulement, de démenti, de dénégation aussi. Et nous savons aussi, il y a beaucoup de littérature là-dessus, qui montre les effets de ce racisme sur la santé mentale, mais aussi sur le corps, la somatisation. Il y a beaucoup de traces de ce traumatisme-là, et qui m'amène justement à dire à quel point il devient urgent de documenter. Alors, on prend au mot ce qu'a dit l'État français dans ce fameux document, et ils recommandent de nommer le racisme, de nommer la réalité du racisme. Mais encore faut-il se donner les moyens de nommer la réalité du racisme. Ce qui est paradoxal, c'est que dans ce même texte où on recommande de nommer le racisme, les choses ne sont pas nommées. Vous voyez? Donc là, on tourne en rond. C'est là qu'il y a un vrai défi. Il y a une volonté, mais comment on va faire pour s'y prendre? Et le dernier point que j'ai envie de dire, c'est que c'est important de prendre conscience, comme je le disais au tout début, que nous avons en héritage, tous, blanc, noir, jaune, toutes les couleurs, la racialisation des identités en héritage. Et nous avons justement à mettre en place un certain nombre de dispositifs pour prendre ça. Et je finis 3 secondes.
Parce que le point le plus important pour moi, c'est la dernière phrase. C'est-à-dire qu'on ne va pas accueillir cet héritage en tant que coupable de scènes où nous n'étions pas, mais il faut l'accueillir en tant que responsable. Responsable aujourd'hui, parce que nous avons à regarder tout ça. Maintenant, juste une microseconde pour terminer. Hein. Vous savez, ce documentaire de Raoul Peck, j'aime beaucoup cette phrase qu'il a martelée dans ce documentaire. Ce n'est pas le savoir qui nous manque, c'est le courage. Ce n'est pas le savoir qui nous manque, c'est le courage. Il ne suffit pas de dire j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela, mais il faut avoir le courage de le faire. Et le dernier point, c'est vraiment le dernier point. Je vais retourner à Fanon, parce que vous savez que le racisme, comment ça atteint les corps. Ça atteint la psyché, ça atteint les corps. Et c'est pour cela que je vais donner le dernier mot à Frantz Fanon. Oh, mon corps, fais de moi toujours un homme qui interroge. Alors, je voulais m'interroger 18 ans après sur cette expérience que j'ai vécue devant vous, et je vous invite à faire de même. Merci beaucoup. Merci, excusez-moi. J'ai un collègue à Paris d'origine algérienne qui m'a dit, m'a expliqué un peu le silence envers la diversité, le racisme en France. Il m'a expliqué si c'était plus ouvert, il craint que la société sera très violente envers les autres et le racisme va croître énormément. Et je voulais juste avoir vos impressions de son point de vue. Donc, il a vu ce silence comme une fonction de protection, mais c'était un peu difficile pour moi de comprendre. Mais... Oui, en fait, on a, comment dire, ça fait tellement longtemps que ça dure, et si on décide maintenant de lever, de parler de ces questions-là, forcément, il va y avoir une sorte de... Alors, l'image qui me vient, c'est une cocotte minute. Vous voyez, à force de couvrir, par exemple, comme on m'a demandé d'étouffer l'affaire, à force d'étouffer, au bout d'un moment, ça peut péter. Mais peut-être c'est une étape nécessaire avant que les choses se tassent. Mais là, je pense qu'on prend beaucoup plus de risques à maintenir le couvercle sur le racisme que l'inverse. C'est pour cela que moi, personnellement, que ce soit dans ma vie professionnelle ou dans ma vie personnelle, j'essaye de réfléchir à des méthodes, à la bonne méthode, la méthode pertinente pour amener à soulever cette question-là. C'est pour cela que j'ai terminé en disant qu'il faut regarder le passé non pas en coupable, parce que c'est ça, non pas en coupable de scènes où nous n'étions pas, mais en responsable. C'est-à-dire qu'il faut que, quel que soit blanc, noir, jaune, etc., on soit capable de dire, OK, on regarde cet héritage-là. Il y a des gens qui étaient là avant moi, qui ont fait un certain nombre de choses. Moi, quel regard je peux porter là-dessus pour tenter de transformer? Vous voyez? Et pour moi, beaucoup de résistances viennent du fait que les gens se sentent coupables de quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Et ça, c'est vraiment l'un des points sur lesquels j'insiste énormément. Donc, pour répondre à votre question, ce silence-là, ça continue de faire des ravages au niveau individuel et collectif. Ben, à bout d'un moment, il faut s'attaquer au problème. La métaphore qui me vient aussi, c'est la métaphore chirurgicale. Vous savez, parfois, il y a des choses, si on s'y prend suffisamment à l'avance, on peut éviter la chirurgie. Mais au niveau, s'il y a un abcès, à bout d'un moment, il va falloir utiliser les moyens adéquats pour y arriver. Donc, c'est métaphorique, bien sûr. Oui. Il y a Jules Marie derrière. Oui, bonjour, Monsieur Delivois, docteur Delivois. Merci pour la présentation. Je veux juste
demander une petite clarification concernant concernant une phrase qui a été dite tantôt, que j'essaie de comprendre. Ça disait l'Haïti euh, est un blind spot. Angle mort. Oui, non, c'est ça. L'Haïti est un angle mort pour la psyché collective française. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ok, ce que je veux dire par là, c'est que vous savez que Haïti, l'armée de Dessalines a vaincu les troupes de Napoléon. C'est quelque chose que la France n'a toujours pas intégré. C'est-à-dire que comment des nègres, hein, pour le dire comme ça, ont pu démanteler justement l'armée de Napoléon, une armée hyper puissante, hyper bien formée. Il y a un exemple, je peux vous donner, vous savez, Jacques Chirac, à un moment donné, il était en déplacement en Guadeloupe. Il a prononcé une fois, il a dit Haïti, on lui a posé une question, il a dit Haïti n'a jamais été, à proprement parler, une ancienne colonie française. Vous voyez? Donc, il y a l'entretien comme ça, dans la psyché collective française, de quelque chose autour d'Haïti qui n'est pas nommable. Par exemple, quand je suis arrivé en France, par exemple, quand je disais que je venais d'Haïti, les gens disent Tahiti. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que la France n'arrive pas à intégrer de cette histoire-là. Comme je disais, difficilement on va évoquer cette ancienne colonie française quand on parle des colonies en France. On va s'arrêter à ce qui se passe, aux décolonisations des années 60. Donc, j'ai écrit un petit article là-dessus dans la revue Esprit que j'ai intitulé Haïti, angle mort. Alors, justement, c'est pour montrer à quel point c'est un élément de l'histoire globale, hein, que plusieurs nations n'arrivent pas à intégrer, y compris, et d'abord, la France elle-même, qui était tout à fait directement concernée par cette histoire-là. Merci. Bonjour. Bon. Oui, je reviens sur l'histoire que vous avez racontée tout à l'heure parce que vous avez parlé de votre vécu en termes de racisme. Et j'imagine qu'il y a 18 ans, on vous a demandé de faire taire cette histoire. Et vous l'avez certainement fait, j'imagine. Donc, rendu à aujourd'hui, où on est en train de tenir ces conférences justement pour pouvoir passer à l'acte et arrêter ce type d'acte. Si vous deviez revivre ça aujourd'hui, ou alors l'on devait vivre ça aujourd'hui, qu'est-ce que vous ferez différemment pour justement passer à l'acte et montrer clairement que vous voulez que les choses changent? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Je suis pas sûr d'avoir bien compris. L'histoire que vous avez vécue il y a 18 ans, Oui. qui est passée, donc vous avez certainement étouffé l'histoire, comme ça avait été demandé par votre supérieur. Donc aujourd'hui, c'est des choses qui continuent à arriver. Si ça devait arriver donc aujourd'hui à votre personne, rendu à tout ce que vous avez déjà vécu et où est-ce qu'on est rendu par rapport à on veut passer à l'acte pour faire changer les choses, qu'est-ce que vous ferez différemment? Ça, je pense que j'avais bien compris. Non, non, en fait, je n'ai pas étouffé l'affaire. On m'a demandé d'étouffer l'affaire. Je ne l'ai pas étouffé. Je ne serais pas là si je l'avais étouffé. OK? C'est la première fois que j'en parle publiquement comme ça. Moi, je pense qu'il y a plusieurs façons de réagir. Mais ça dépend des sensibilités de chacun. Ça dépend du soutien qu'on a ou pas. Parce que là, on rentre dans un autre débat. OK? Il y a des gens qui choisissent tout de suite de faire un scandale. Ça peut être bien sur le moment. Mais ça peut être très vite redescendre aussi. Ça peut être très vite faire flop, comme on dit, et ça n'amène nulle part. On peut aussi ajourner la question. Dire, OK, je vais attendre. Il y a plusieurs cas de figure, je ne pourrais pas
tous les développer là. Par exemple, là, j'ai raconté ce cas, mais j'ai vécu plein d'autres situations de ce genre. Mais à chaque fois, j'ai pas toujours eu la même réaction. Il y a des choses que j'ai choisi d'ajourner. Par exemple, il y a un acte raciste, j'ai pas envie de parler là, que j'avais vécu, et où il y a des collègues qui sont venus me dire, mais on va faire ci, on va faire ça. Les proches des collègues, je dis non, je ne vais pas le faire. Mais là, maintenant, avec du recul, je me dis, heureusement que je ne l'avais pas fait. Parce qu'il y a parfois, il faut attendre. Parfois, il faut attendre le bon moment pour vraiment atteindre le public pour que le message soit audible. Parce que très souvent, dans ces actes racistes, en France, j'imagine un peu partout, c'est bien de se soulever tout de suite, mais parfois ça fait flop tout de suite. Et puis après, on oublie tout. Moi, dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle, je suis très sensible à la question du long terme. La question du long terme. C'est-à-dire qu'il faut choisir le bon moment, le bon endroit et la bonne façon pour le dire. Tout dépend de l'objectif qu'on a. Bien entendu, j'ai un objectif pour moi, personnellement, individu, mais j'ai un objectif un peu plus grand, un peu plus large aussi, pour faire en sorte que ces idées-là comment dire, à être véhiculées dans les psychés pour tenter d'avancer les choses. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais il y a toute une panoplie de réactions possibles face à ça. Bonjour. Tout d'abord, merci pour votre présentation. Je regrette qu'on n'avait pas une heure complète pour vous écouter. Oui, parce que là, j'avais prévu plein de cas. Oui. Ben oui, parce que je pensais que j'avais une heure et j'ai plein de cas qui pourraient montrer la complexité de tout ça. Bon, bref, je vous laisse vous poser votre question. Donc, justement, dans cette complexité, et puis, excusez-moi pour mon franc-parler déjà, parce que moi, ce que je veux adresser, c'est donc l'aspect systémique et l'aspect individuel. Donc, au niveau de la systémique, on comprend qu'il y a des structures qui ont été mises en place pour favoriser un groupe. Et ce groupe-là peut être en haut et le El Pueblo en bas, que ce soit les Noirs ou les Blancs, et ainsi que tout le monde sont affectés par ça. Quand vous parlez de l'aspect intériorisé, je comprends très bien, autant à la personne qui subit le racisme que celle qui a hérité de l'idée qu'ils étaient meilleurs alors que c'est faux. Donc, on comprend ces aspects-là. Où est-ce que je veux parler de franc-parler? Je dois dire, et c'est pas seulement parce que je suis une fière enfant d'origine haïtienne, mais c'est l'aspect quand vous parlez d'angle mort. Donc, moi, je me pose la question, est-ce que vous dites ça stratégiquement pour faciliter la conversation, le joining? Parce que pour moi, c'est pas un angle mort, c'est très clair. De la même façon que le racisme, c'est quelque chose qui a été construit avec des objectifs très clairs sur lequel un système s'est bâti. Haïti n'est pas un angle mort. Donc, je vous pose la question, et c'est pour ça que j'ai, excusez-moi mon franc-parler, pourquoi vous utilisez cette tournure-là dans quelque chose de si sensible et si déterminant dans le monde qu'on a connu et qui a bouleversé le monde? Merci. Je pourrais vous répondre tout simplement en disant que vous et moi, nous disons la même chose différemment. Parce qu'en fait, parfois les choses sont... Par exemple, parfois les choses sont tellement visibles qu'on ne les voit pas. Quand j'étais devant le président de l'université, qui me dit, si jamais vous entendez parler de racisme, vous venez m'en parler. Moi, c'est un angle mort. C'est une sorte de cécité. C'est dans ce sens-là que je parle de ça. Je pense que nous disons la même chose. Parce que Haïti a éclairé, non seulement a éclairé l'humanité tout entière, beaucoup de gens, mais on ne veut pas le voir. C'est ça que j'appelle angle mort. Je pense que nous disons tout à fait la même chose. J'ai le micro. Par exemple, dire, je ne me prête pas dans votre situation, je sais qu'il y a beaucoup d'enjeux, mais dire, non, au fait, ça s'est passé. Et quand vous parlez, par exemple, avec les clients, de créer un espace pour nommer ce qui n'est pas nommé, c'est dans ce sens-là que je parle. Je sais que ce n'est pas simple, mais c'est ce que je voulais apporter aujourd'hui. Oui,
Alors, une toute dernière intervention, étant donné qu'on a deux orateurs invités. Merci beaucoup. Docteur Sina, allez-y. Oui, deux choses rapidement. La première chose pour dire que je suis vraiment d'accord avec elle, parce que je pense que c'est comme dire angle mort, c'est comme si on participe de leur affaire, parce que c'est pas une affaire inconsciente, c'est consciemment qu'ils souhaitent pas en parler. Et souvent, ils donnent Haïti en exemple à la Martinique et au Guadeloupe et à la Nouvelle-Calédonie en disant, si vous voulez être indépendant, regardez, vous serez comme Haïti. Donc, je ne pense pas que ça soit quelque chose d'inconscient. Je pense que c'est conscient, c'est consciemment organisé. C'est pour ça que je voulais faire un pouce. Deuxième chose, moi, je pose la question maintenant à Dr. Derivoire pour savoir quelle est la part de responsabilité des personnes noires, arabes, asiatiques en France dans ce silence-là. Moi, j'étais à l'université en France. Il y a beaucoup de profs noirs, moins, mais beaucoup de profs arabes dans les universités françaises. Ils continuent eux-mêmes à ne pas vouloir faire de recherche sur ces questions-là. La peur est organisée de manière telle que eux aussi, au fait, à un moment, ils ne sortent pas la tête de l'eau pour dire, écoutez, on le vit chaque jour dans l'université, on le vit chaque jour dans la société. Ils sont eux-mêmes arrêtés par la police, ils sont eux-mêmes victimes de racisme, à la fois de la part des étudiants, de la part de collègues, de la direction des universités. Et il y a toutes ces personnes-là, toute cette richesse-là, et je pourrais en citer des tonnes. Et aujourd'hui encore, on n'a toujours pas de chiffres. Et là, je pose la question, quelle est votre part de responsabilité en tant que professeur racialisé dans cette société-là pour continuer à accepter qu'aujourd'hui encore, il y a rien? Donc, je dis vous, mais je parle de vous tous, cette grande intelligence-là et qui continue à accepter que rien ne se passe. Non, parce que là, je suis vraiment frustré. Parce que là, je ne peux pas répondre en 3 secondes. Premièrement, le lien que tu as fait avec l'intervention, je pense que nous disons la même chose. Haïti angle mort, c'est un diagnostic. Je pose ça. Ça ne veut pas dire que c'est un angle mort. Voilà comment je pense qu'Haïti est perçu. Bon, là, je pense que ce n'est pas en 3 secondes que je peux développer. C'est ça qui est frustrant. Maintenant, il y a 2 autres aspects dans ce que tu dis. Tu as dit en tant que prof racialisé. Nous sommes tous racialisés. Ce n'est pas parce que j'ai la peau noire que je suis racialisé. Ça, il faut vraiment... C'est pour ça que je parlais de changer de méthode. Si on reste dans une sorte de binarité, nous n'arriverons pas à résoudre ce problème. C'est-à-dire, si quelqu'un fait de moi quelqu'un de racialisé, il est autant racialisé que moi, c'est parce qu'il me lie avec une grille raciale. Je n'ai pas la même position. Il me met en position dominée, il est en position dominante, mais nous sommes tous racialisés. Donc, la manière dont on nomme les choses est très importante pour moi. C'est pour ça que parfois, je vois beaucoup de recherches qui se font, on parle trop vite, alors que les choses sont mal nommées dès le départ. Bon. L'autre point, je n'ai pas eu le temps de développer, hein. L'autre point, tu dis, quelle est notre part de responsabilité? Eh bien, cher Jules-Marie, je vais te dire un truc. Il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège, le piège de la division. Parce que j'entends ça. C'est-à-dire que les Noirs en Amérique du Nord contre les Noirs en Afrique, contre les Noirs en Europe. Parce que ça fait le jeu du pouvoir. J'aimerais rappeler que nous avons tous des histoires différentes, nous avons tous la même histoire globale. Et tous, je mets les Noirs et les Blancs et les non-Blancs, les Noirs et les non-Noirs. Il y a 2 ans, j'avais évoqué ici, qu'est-ce qu'être noir? Qu'est-ce que noir? Un noir qui vit en France, est-ce que c'est la même histoire qu'un noir qui vit au Canada ou en Afrique du Sud, etc.? Je pose la même question dans un article qui va apparaître bientôt. Qu'est-ce qu'un blanc? Le blanc qui est au Canada, est-ce que c'est le même blanc qui est en France? Est-ce que c'est le même blanc qui est en Afrique du Sud? On peut interpréter aussi, on peut lire la question en termes de temps. Le blanc du nazisme, à l'époque du nazisme, est-ce que c'est le même blanc ici? Nous avons, en tant que
qu'intellectuel, en tant qu'universitaire, en tant que chercheur, en tant que noir ou pas noir, à regarder ces problèmes en face. Il ne faut pas qu'on tombe là-dedans. Moi, j'aimerais, dans ce type de recherche qu'on va mener, que des Noirs en France, en Europe, des Noirs en Amérique du Nord, se mettent ensemble pour réfléchir sur notre histoire commune, globale, mais aussi sur la spécificité des histoires. Parce que ce que nous voulons prôner, c'est la diversité. On ne peut pas dire que tous les Noirs, c'est un seul bloc, c'est pas vrai. On ne peut pas dire que tous les Blancs, c'est un seul bloc, c'est pas vrai. Il faut penser la diversité. On ne peut pas prôner quelque chose tout en crachant sur ce quelque chose qu'on veut mettre en évidence. Et moi, c'est un reproche que je fais, par exemple, à un certain nombre de chercheurs noirs, c'est qu'on se laisse piéger par la division. Alors que nous sommes dans le même bateau, nous avons tous en héritage l'idéologie raciale. Bon, je n'ai pas le temps de développer, mais... Bravo, merci.